Ogadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, le Conseil de sécurité de l'ONU tient une réunion d'urgence sur l'opération américaine contre le Venezuela, alors que Caracas appelle Washington à une coopération pour un développement commun dans le respect du droit international sur fond de manifestations à travers le monde. Cuba paye un lourd tribut à la suite de l'attaque américaine. 32 personnes perdent la vie selon un bilan officiel, tandis que Donald Trump durcit sa position envers l'Amérique latine. Dans de nouvelles déclarations, le président américain met en ligne de mire la Colombie, Cuba et le Mexique. Le chaos règne toujours à Gaza. 2 Palestiniens, dont un enfant de 8 ans, tombent en martyrs dans l'effondrement d'un immeuble au centre de l'enclave. Lutte contre le crime organisé. Le ministère algérien de la Défense annonce avoir déjoué des tentatives d'introduction de 35 tonnes de kif traités à travers les frontières avec le Maroc. Et enfin, Coupe d'Afrique des Nations 2025, à la veille de son match face à la RDC en 8e de finale, la sélection algérienne intensifie ses préparations. Bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient ce lundi une réunion d'urgence sur l'opération américaine contre le Venezuela qui a abouti à la séquestration du président Nicolás Maduro et de son épouse dans la capitale Caracas. Je vous propose d'écouter à ce propos les déclarations du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lues en son nom par la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix. La Somalie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité, nous nous réunissons alors que l'heure est grave après l'intervention militaire des États-Unis le 3 janvier en République bolivarienne du Venezuela. Les grandes lignes de ce qui s'est passé samedi ont déjà été rendues publiques. Tôt dans la journée, les forces américaines se sont déployées à Caracas et dans les États septentrionaux de Miranda, Aragua et La Guaira. Le nombre de victimes reste inconnu. Dans une déclaration sur les médias sociaux dans la journée de samedi, le président Donald Trump a annoncé le déroulement d'une, et je cite, d'une frappe à grande échelle contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolás Maduro. Pour sa part, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, a appelé les autorités américaines à libérer immédiatement le président vénézuélien, dénonçant ce qu'il a qualifié d'agression américaine contre le Venezuela et de violation flagrante des normes du droit international. Nous condamnons fermement l'acte d'agression militaire des États-Unis contre le Venezuela. C'est une violation de toutes les normes du droit international. Étant donné les confirmations d'informations quant au fait que le président du Venezuela, Nicolás Maduro, et son épouse se trouveraient aux États-Unis, à New York, nous appelons les responsables américains à libérer immédiatement le président légalement élu de cet État indépendant, ainsi que la libération de son épouse. Et la représentante de la Colombie auprès de l'ONU, Leonor Zalabata, a affirmé que l'attaque militaire américaine était injustifiée, la qualifiant de violation flagrante de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Venezuela. La Colombie condamne catégoriquement les faits survenus le matin du 3 janvier au Venezuela, lorsque sont survenues plusieurs explosions et activités aériennes à Caracas et dans d'autres zones du pays, dans le contexte d'une attaque militaire menée à bien par les États-Unis qui ont bombardé des installations civiles et militaires, provoquant la panique dans la population. Tout cela représente d'évidentes violations de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale du Venezuela. Rien
ne peut justifier, quelles que soient les circonstances, le recours unilatéral à la force ou la commission d'un acte d'agression. Le représentant permanent du Venezuela à l'ONU s'est également exprimé lors de ce Conseil de sécurité, attestant que son pays a été victime d'une attaque armée illégale des États-Unis ayant entraîné des pertes humaines et des destructions. Le 3 janvier 2026 est une date revêtant une profonde gravité historique, non seulement pour le Venezuela, mais également pour l'ensemble du système international. Ce jour-là, la République bolivarienne du Venezuela a fait l'objet d'une attaque armée illégitime, dépourvue de toute justification juridique de la part du gouvernement des États-Unis d'Amérique, avec un bombardement de son territoire, la perte de vies civiles et militaires, la destruction d'infrastructures vitales et l'enlèvement, je dis bien enlèvement, du président constitutionnel de la République, Nicolás Maduro Moras, et de la première dame, Cilia Flores. Le Venezuela s'adresse au Conseil de sécurité profondément convaincu que la paix internationale n'est possible que si le droit international est respecté, sans exception, sans deux poids deux mesures, sans interprétation sélective. Suite à ces récents développements, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a invité dimanche le gouvernement américain à œuvrer pour un programme de coopération en faveur d'un développement partagé et d'une coexistence durable entre les deux pays dans le respect du droit international. Une déclaration publiée sur les réseaux sociaux juste après avoir pris ses fonctions. Et les réactions internationales ne se sont pas faites attendre. Pékin a condamné, je cite, le recours flagrant à la force par les États-Unis contre le Venezuela. Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Lin Jian, a appelé ce lundi les parties à respecter le droit du Venezuela à choisir sa manière indépendante, sa voie de développement. Les États-Unis ont eu recours à la force de manière flagrante contre le Venezuela. Cet acte viole gravement le droit international et les normes fondamentales des relations internationales, porte atteinte à la souveraineté du Venezuela et menace la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Chine a condamné cette initiative. Toutes les parties doivent respecter le droit du Venezuela à choisir librement sa voie de développement et œuvrer au maintien de la stabilité et au rétablissement de l'ordre dans le pays. De son côté, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Ismail Baqai, a condamné ce lundi l'opération militaire américaine contre le Venezuela, déclarant, je cite, que les partis qui ont commis cet acte doivent être tenus responsables devant la communauté internationale. On écoute. Cet acte est absolument condamné et rejeté et les partis qui ont commis ce crime, cet acte d'agression militaire, doivent sans aucun doute être tenus responsables devant la communauté internationale. Des manifestations ont éclaté dimanche à Caracas, mais également dans plusieurs villes américaines et européennes suite à l'intervention militaire américaine qui a conduit à l'arrestation du président Maduro. Nombreuses sont les foules qui lui ont exprimé leur soutien. À Madame Zenzitone. Près du palais du Miraflores, dans le sud de Caracas, les Vénézuéliens se rassemblent pour exprimer leur soutien au gouvernement vénézuélien et exiger le retour du président Nicolás Maduro. Une réponse directe à une série d'attaques militaires américaines menées tôt samedi, qui ont abouti à la séquestration du président Nicolás Maduro. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici pour soutenir notre président injustement enlevé par l'Empire. Nous montrons au monde que nous sommes là pour le défendre au-delà des armes. Nous avons nos cœurs, l'esprit, le désir et la volonté de retrouver notre président. Les manifestants issus de divers milieux et affiliations sociales sont dans des slogans exprimant une loyauté indéfectible au président Maduro et dénonçant ce qu'ils qualifient de destitution injuste. Je suis ici aujourd'hui pour soutenir le président Maduro et son épouse et protester contre cet enlèvement injuste. Nous respectons la souveraineté de tous les gouvernements et exigeons le même respect en retour. Je tiens à souligner que le président Trump doit revoir son attitude à notre égard.
À Caracas, mais aussi aux États-Unis et en Europe ou encore en Australie, les manifestants ont envahi les rues pour exprimer leur indignation, témoignant d'un large soutien aux dirigeants vénézuéliens. Je veux dire, on ne débarque pas comme ça et on ne prend pas le contrôle d'un autre pays. Nous n'avons absolument aucun droit de faire ça. Nous avons déjà tellement de problèmes dans notre propre pays. En Corée du Sud, des manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis lundi 5 janvier pour condamner l'intervention militaire des États-Unis au Venezuela et la détention du président vénézuélien. En Inde également, des dizaines de membres du Parti communiste se sont affrontés avec la police lors d'une manifestation organisée ce lundi dans le sud de Chennai pour condamner l'action militaire de Washington au Venezuela. Les richesses énergétiques du Venezuela, une des premières réserves pétrolières au monde, sont au cœur des débats à l'international. Tout le monde y va de son hypothèse. Une chose est sûre, Donald Trump compte bien tirer profit des ressources naturelles de ce pays puisqu'il autorise d'ores et déjà les compagnies pétrolières américaines à exploiter les richesses pétrolières du Venezuela. Sohila Kilal. L'opération militaire américaine au Venezuela cache à peine les ambitions de Donald Trump. Après avoir brandi la carte de la guerre contre le narcotrafic durant des mois, le président américain est revenu avec insistance sur les gisements pétroliers vénézuéliens. Véritable géant pétrolier avec environ 17% des réserves mondiales, soit plus de 300 milliards de barils enfouis sous terre, selon l'Agence internationale de l'énergie, le Venezuela détient les plus importantes réserves au monde devant l'Arabie saoudite et l'Iran. Les richesses du Venezuela ne se limitent pas uniquement à l'or noir. Le pays détient environ 5500 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel, ce qui le place au 10e rang mondial. Il dispose également de vastes ressources minières, notamment en or, en bauxite, en fer, en nickel ou encore en charbon, ainsi qu'un fort potentiel agricole et hydraulique. Membre fondateur de l'OPEP, le Venezuela représente donc une importante manne énergétique pour les États-Unis. À lui seul, le pétrole vénézuélien constitue un levier géopolitique pour Washington, car à terme, il permettra aux États-Unis d'influencer les anticipations futures sur l'offre et les prix, car avec son riche sous-sol, le Venezuela représente une stratégique réserve potentielle de long terme. D'ailleurs, Donald Trump a annoncé d'emblée qu'il autorisait les compagnies pétrolières américaines à se rendre au Venezuela pour exploiter ses réserves de brut, ajoutant que l'embargo américain sur le pétrole vénézuélien restait en vigueur. On en parlait tout à l'heure en titre. Le gouvernement cubain a déclaré dimanche que 32 de ses citoyens avaient été tués lors de l'opération militaire américaine au Venezuela. La Havane a décrété 2 jours de deuil en hommage aux défunts et a annoncé que les détails des funérailles seraient communiqués ultérieurement. L'Amérique latine, formulant des remarques acerbes sur la Colombie, Cuba et le Mexique. S'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One, Donald Trump a menacé d'une possible action militaire contre la Colombie. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. No, we have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. Nous avons un voisin très malade. Enfin, pas un voisin tout court, mais un pays très proche, et c'est le Venezuela qui est très malade. La Colombie est très malade aussi, dirigée par un malade mental qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Et croyez-moi, ça ne va pas durer. Eh bien, Cuba a toujours survécu grâce au Venezuela. Maintenant, ils n'auront plus cet argent, plus ces revenus. Vous savez, beaucoup de Cubains ont été tués hier. Aucun mort de notre côté. Il faut faire quelque chose avec le Mexique. Le Mexique doit se ressaisir, car ces cartels le traversent en masse. Et nous allons devoir agir. Nous souhaitons que le Mexique prenne ses responsabilités. Ils en sont capables, mais malheureusement, les cartels sont très puissants au Mexique. Suite à ces déclarations, la présidente du Mexique n'a pas tardé à répondre. Claudia Sheinbaum a réaffirmé ce lundi l'opposition du Mexique à l'opération menée par Washington contre le Venezuela.
ajoutant que le Mexique est un pays souverain et qu'il coopère avec les États-Unis en matière de trafic de drogue et de sécurité. Le président colombien Gustavo Petro a lui aussi mis en garde les États-Unis contre ce qu'il a qualifié de menaces illégitimes ce lundi, après que le président Trump ait suggéré de nouvelles actions militaires en Amérique latine. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, Petro a déclaré qu'il défendrait la souveraineté de la Colombie et a exhorté le sénateur américain Marco Rubio, je cite, à lire la Constitution, rejetant les affirmations selon lesquelles il refusait de coopérer. Après le Venezuela, le Groenland, le président Donald Trump a réaffirmé que les États-Unis ont besoin du Groenland pour leur sécurité nationale, ajoutant qu'il reviendrait sur le sujet dans 2 mois. On écoute. Je ne veux pas parler du Groenland, parlons plutôt du Venezuela, de la Russie, de l'Ukraine. On s'occupera du Groenland dans 2 mois. Parlons-en dans 20 jours. Au fait, je dois dire ceci à propos du Groenland. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. C'est un point stratégique crucial. Suite à ces menaces, le Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, a dénoncé les pressions américaines appelant Washington à cesser toute menace contre, je cite, un allié historiquement proche ainsi que contre un autre pays et un autre peuple qui ont très clairement affirmé qu'ils n'étaient pas à vendre. Fin de citation. La porte-parole de la Commission européenne, Paula Pino, a défendu dans une déclaration le principe de souveraineté nationale et de démocratie pour le Groenland et le Venezuela, indiquant que c'est aux Vénézuéliens qu'il revient de mener cette transition. Zoom à présent sur le génocide sioniste perpétré contre Gaza. 2 Palestiniens sont tombés en martyrs ce lundi dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel endommagé lors de précédentes attaques sionistes dans le centre de la bande. Les équipes de la protection civile ont retrouvé le corps d'un père et de son fils de 8 ans sous les décombres d'un immeuble de 4 étages dans le camp de réfugiés d'El Marazi. Notre maison a été bombardée lors de l'invasion terrestre du camp de réfugiés d'El Marazi. Malgré le danger, nous avons consulté des experts et nous nous sommes installés là-bas, car il n'y avait pas d'autre endroit où aller, ni de tentes, ni de caravanes habitables. Pendant 2 ans, nous nous sommes adaptés et avons fait face à la situation, essayant de continuer à vivre. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons nulle part où aller. Alors nous nous sommes installés. Un matin, nous avons découvert une catastrophe. L'immeuble de 5 étages s'est effondré et est tombé sur la maison de nos voisins. Les conditions climatiques et l'exposition au froid rendent les maisons structurellement instables. Même pour les maisons sécurisées de la bande de Gaza, la peur règne. Il n'y a pas une seule maison stable dans la bande de Gaza, car chacune a été violemment secouée. D'un point de vue technique, Gaza est un endroit invivable. Et puis l'entité sioniste maintient son interdiction d'accès à la bande de Gaza pour les journalistes étrangers, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le mois d'octobre dernier. Une mesure contestée par l'association de la presse étrangère Al-Quds Occupé, qui invoque le droit du public à l'information. Sept pays européens ont condamné ce lundi la décision de l'entité sioniste de couper l'eau, l'électricité et les communications dans les installations gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Dans un communiqué conjoint, l'Islande, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, la Norvège, la Slovénie et l'Espagne ont indiqué que de telles actions sapent le mandat de l'ONU, violent le droit international et contreviennent aux conclusions de la Cour internationale de justice, tout en entraînant de graves conséquences humanitaires pour la population civile palestinienne et les réfugiés.
L'UNRWA qui a d'ailleurs déclaré que plus de 12 000 enfants palestiniens vivent actuellement en situation de déplacement forcé en Cisjordanie occupée, et ce en raison de l'opération militaire sioniste en cours dans les gouvernorats du Nord qui a débuté dans le camp de Jenin, puis s'est étendue au camp de Nour Shams et de Tul Karam depuis janvier 2025. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, le ministère algérien de la Défense a annoncé le renforcement des efforts déployés par les différentes unités de l'armée nationale populaire pour faire face au fléau du trafic de drogue en Algérie. Le ministère a donc indiqué avoir déjoué des tentatives d'introduction de 35 tonnes de kiff traités à travers la frontière avec le Maroc, arrêté 2354 trafiquants de drogue et saisi environ 1000 kg de cocaïne ainsi que 40 millions de comprimés psychotropes. Et puis au Maroc, l'association des barreaux a appelé à la suspension totale de la prestation de services professionnels, rejetant catégoriquement le projet de loi finale sur la profession d'avocat. Elle estime que ce texte porte gravement atteinte à l'indépendance de la profession et à ses principes fondamentaux. Sport football CAN 2025, à la veille du choc face à la RD Congo en 8e de finale, les Verts poursuivent leur préparation. En conférence de presse, le sélectionneur Vladimir Petkovic a insisté sur l'importance de rester concentré, soulignant qu'aucune erreur ne sera permise à ce stade de la compétition. Nous arrivons à un match important, un match à élimination directe que nous espérons passer car nous avons très envie de rester à Rabat et nous ferons tout pour y parvenir. C'est un adversaire coriace, un adversaire fort qui a tendance à obtenir de très bons résultats. Mais nous arrivons nous aussi avec une énergie positive. Ils ont l'habitude d'affronter des adversaires d'un certain calibre et même de les éliminer. C'est pourquoi nous devons être très prudents face au Congo. Mais surtout, nous nous concentrer sur nous-mêmes, croire en nous et essayer d'imposer notre jeu, ce que l'on a l'habitude d'affronter des adversaires de certains calibres et aussi d'éliminer. Pour cela, nous devons faire autant attention face au Congo, mais nous devons aussi concentrer nos efforts sur nous, croire en nos efforts et chercher à imposer notre jeu. C'est vrai que, bon, je suis pas vieux, mais je fais partie des plus anciens aujourd'hui en sélection. Et, avant toute chose, j'essaie de leur montrer l'exemple sur le terrain, tout donner pour leur transmettre c'est quoi de jouer pour l'équipe d'Algérie, c'est quoi et comment il faut se comporter sur le terrain, qu'il faut tout donner. De leur côté, le sélectionneur congolais Sébastien Desabre et son attaquant Cédric Bakambu ont reconnu la difficulté du match face à l'Algérie, soulignant que toutes les statistiques des précédentes confrontations entre les deux sélectionneurs appartiennent au passé et qu'ils se concentrent désormais sur la victoire lors de cette rencontre. Le feeling est bon, on a eu 5 jours de récupération, donc les joueurs ont pu récupérer. Et on rentre dans une seconde phase du tournoi, ce sont des matchs à élimination directe, donc on s'est bien préparé pour ce match de demain. Ancienne, nous aujourd'hui on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. On se sent plutôt bien, l'équipe prépare le match depuis pas mal de jours et donc voilà, le moral est au zénith. Et j'espère qu'on réalisera une très belle rencontre demain face à l'Algérie. Voilà, on souhaite bonne chance à notre sélection algérienne. C'est la fin, madame, monsieur, de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.